Chers auditeurs, ici Jérôme Blanchet-Gravel, rédacteur en chef de Libremédia. On poursuit notre couverture de la reprise du conflit israélo-palestinien. Comme vous le savez, on a un envoyé spécial, Alexis Brunet, qui suit la situation de près pour nous. Mais aujourd'hui, c'est un peu spécial. Je suis avec Yvan Rioufol, que vous connaissez probablement. Monsieur Rioufol a été journaliste au Figaro pendant 35 ans. Il est essayiste, il est intervenant sur CNews et il était cette semaine en Israël où il a passé 3-4 jours pour prendre le pouls de la situation. Bonsoir, Monsieur Rufol. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Libremédia. Donc, vous êtes revenu mercredi soir, on est vendredi. Qu'est-ce qui ressort le plus de votre séjour en Israël? Écoutez, pour celui qui débarque en Israël, il mesure tout de suite la sidération, le grand traumatisme de ce pays qui s'est vu vulnérable du jour au lendemain. C'est-à-dire que le 7 octobre, à 6h29 du matin, Tsahal, qu'Israël pensait être une des meilleures armées du monde, s'est fait déborder par des assauts multiples des terroristes du Hamas qui, en plusieurs points du territoire, ont percé ce qui était supposé être une citadelle, enfin un mur infranchissable qui séparant Gaza du reste du territoire d'Israël. Et ces terroristes ont surpris non seulement les civils, naturellement, mais également l'armée qui aura dû mettre 90 heures avant de pouvoir venir à bout des terroristes du Hamas. Donc le traumatisme est terrible. Tsahal a subi une humiliation et j'ai pu rencontrer des militaires ou d'anciens militaires qui, naturellement, sont tous abasourdis par les fautes qui ont pu être commises. Et naturellement, des commissions d'enquête établiront qui sont les responsables. Et il y aura des responsables, Netanyahou sans doute, mais peut-être d'autres. Et en tout cas, tous les militaires vous disent, et en fait, tous ceux de la société civile que j'ai pu rencontrer, que Israël ne peut aujourd'hui réparer l'affront qu'en vainquant l'adversaire par chaos, l'adversaire étant l'islam radical. Et aujourd'hui, Israël se déjugerait s'il n'arrivait pas à décapiter le Hamas de tous ses chefs et de tous ses chefs habitant à Gaza, mais de ses chefs habitant également dans des hôtels 5 étoiles à Doha, enfin en tout cas au Qatar. Et donc voilà ce que l'on découvre, c'est ça. C'est un pays totalement sidéré. J'étais à Tel Aviv, dans un des grands hôtels de Tel Aviv. Une partie de ces hôtels sont aujourd'hui habités par des habitants qui ont dû quitter les communes qui sont périphériques à Gaza. En l'occurrence, mon hôtel était vide de touristes naturellement. Les touristes ne sont plus là. Le pays est à peine desservi, sauf par El Al. Et mon hôtel était habité de familles multiples qui venaient de Sderot. Sderot est une des villes qui a été attaquée. C'est une ville devenue fantôme que j'ai pu visiter également. Tous les habitants sont partis, 90% des habitants sont partis pour se réfugier précisément à Tel Aviv ou dans des kibboutz éloignés des tirs de roquettes du Hamas. Donc voilà, ce que l'on voit, c'est un pays en guerre. J'aimerais rebondir sur plusieurs éléments. D'abord, bon, cette fameuse faille de sécurité, bon, on sait, il y a une thèse qui est populaire sur les réseaux sociaux, comme quoi Netanyahou serait responsable d'une sorte de négligence volontaire et que finalement, les services secrets israéliens, sont tellement euh, sophistiqués que certains ne croient pas en l'échec ayant mené à l'attaque du Hamas. Qu'est-ce que vous en pensez de cette thèse de la négligence volontaire? Je n'y crois pas. Franchement, je ne vois pas l'intérêt qu'il pourrait y avoir. À qui profite le crime? Ça ne profite pas, en tout cas, à Israël, qui là, s'est vu dans sa vulnérabilité, a été prise en faute, en négligence, en somnolence. Et donc, je ne vois pas très bien l'intérêt qu'il y aurait eu à mimer davantage à ce désastre-là. Mais l'enquête le dira. Pour l'instant, je me refuse à suivre ces hypothèses qui sont lancées sans qu'il y ait des éléments tangibles qui puissent permettre d'élaborer telle ou telle hypothèse. Il court aussi que Netanyahou avait eu vent d'une possible offensive du Hamas ce samedi-là, enfin ce dimanche-là, enfin, je ne sais plus quel jour c'était, pardon, en tout cas avant le 7. On verra bien.
Moi, ce qui est le plus, moi, les faits, ce que je vois des faits les plus tangibles, et d'ailleurs, ce qui m'a choqué également, c'est de m'apercevoir que les terroristes du Hamas avaient pu préalablement avoir des informations très précises sur les lieux qui étaient visés en Israël, les lieux, les maisons et même les familles, par les témoignages que les Palestiniens eux-mêmes qui avaient été admis à venir travailler en Israël, ils sont 18 000, que les Palestiniens eux-mêmes, 18 000 Gazaouis, qui avaient reçu un permis de travail pour aller travailler en dehors de Gaza. Parmi ces 18 000 Gazaouis, un nombre d'entre eux, je ne peux pas vous dire combien, ont servi d'indicateurs, si je puis dire, pour désigner aux terroristes de Gaza telle ou telle habitation, tel ou tel parcours, afin de semer la terreur dans les alentours de la bande de Gaza. Et donc, c'est cette trahison de musulmans, en plus de trahison de la part d'Israéliens qui étaient majoritairement des Israéliens pacifistes. C'est-à-dire que les communes ou les kibbutz israéliens qui ont été visés en priorité sont des kibbutz de gauche, pour dire les choses assez vite, c'est-à-dire des kibbutz qui étaient habités par des Israéliens qui étaient des pacificateurs, qui étaient des militants d'un rapprochement entre les Palestiniens de Gaza et les Israéliens. Et ce sont eux qui ont été les premières victimes. C'est tout à fait symbolique, naturellement, de la grande naïveté du progressisme, de la très belle âme, naturellement, de ces gens-là, mais enfin d'une grande naïveté à ne pas vouloir avoir vu que derrière l'islam se cachait l'islamisme, et que l'islamisme tel qu'il est aujourd'hui représenté par le Hamas, dans sa face la plus sombre, la plus barbare, n'est ni plus ni moins que l'islamisme des origines. C'est-à-dire que ce que l'on découvre aujourd'hui, nous l'avions déjà découvert, par exemple, avec les exactions du FLN lors de la guerre d'Algérie. Et si on avait à parcourir l'histoire en sens inverse, on verrait naturellement que ces effroyables barbaries ont également émaillé tout le discours conquérant et toute la conquête de l'islam politique. Oui, il ne faut pas non plus négliger l'influence de la pensée nazie sur l'islamisme. Aujourd'hui, à Libre Média, je publie une entrevue avec le politologue allemand Matthias Kunzel, qui a écrit le Oui. fameux livre Djihad et haine des Juifs. Donc, on invite tout le monde à aller lire cet entretien que j'ai publié, qu'on a publié aujourd'hui sur Libre Média. Le parallèle, M. Ruffol, entre le Bataclan et ce qui s'est passé au fameux festival pour la paix là, près de la bande de Gaza. Est-ce que vous voyez, dans le fond, un parallèle entre tous les mouvements islamistes sur Terre, finalement, qui ont à peu près le même modus operandi et qui obéissent finalement à la même idéologie? Oui, c'est le Hamas du Gaza ressemble comme un frère, en tout cas, au mouvement islamiste qui a frappé la France, naturellement. Tout ça sont des cousins germains, voire des frères siamois. C'est-à-dire que l'islam radical, qu'il soit du Hamas, du Djihad, du Hezbollah, de Daesh, ou en tout cas des frères musulmans, parce que les frères musulmans sont le dénominateur commun de tous ces terrorismes-là, ce terrorisme islamiste frappe indifféremment, choisit ses cibles. Ce sont des cibles juives quand il s'agit d'Israël, non pas des cibles israéliennes, d'ailleurs des cibles juives, c'est bien des juifs qui a été visé en Israël, avant que ce soit des Israéliens, et dans l'Occident plus généralement, et en France en particulier, des mécréants, en tout cas un peuple occidental présumé coupable, et coupable notamment pour représenter ce qui est vu maintenant dans cette nouvelle dialectique comme étant une prédominance blanche et colonialiste. Donc c'est ce même argument, cette même dialectique qui sert aujourd'hui à l'islam révolutionnaire pour d'abord justifier sa conquête islamique à travers le djihad, et à travers une dialectique un peu post-marxiste de se présenter comme étant le dominé, ayant des revanches à prendre face au dominant qui serait l'Occident. Et donc, en effet, il y a derrière ce conflit de territoire entre Israël et Gaza, il y a un conflit religieux Oui, indéniable. c'est ça. Et derrière le conflit religieux sur lequel on peut revenir, il y a un conflit de civilisation, bien sûr. Et toute l'envergure du conflit qui serait à éviter, c'est de faire en sorte que ce conflit ne devienne pas un conflit mondial, faisant s'affronter pour une énième fois notamment l'Occident et le monde occidental, voire, c'est-à-dire... Est-ce que c'est ça le risque? Est-ce que vous voyez, géopolitiquement, est-ce que vous voyez un risque d'escalade qui pourrait mener à une troisième guerre mondiale? Ça aussi, c'est un scénario qui est très évoqué sur le net. Des gens sont inquiets.
parce qu'on voit que quand même, ça a accentué la polarisation entre l'Est et l'Ouest, qui était déjà accentuée par la guerre en Ukraine. Donc, de plus en plus, on voit qu'il y a deux blocs qui se redessinent, si je peux dire. Donc, pour vous, est-ce que c'est un scénario possible géopolitiquement, cette escalade? Sur le papier, indéniablement, on assiste à un basculement des équilibres. Le monde occidental aujourd'hui est contesté dans son hégémonie par cette contre-société menée par la Chine, par la Russie, par l'Iran et par tous les pays émergents qui ne supportent plus d'avoir à se plier face à l'arrogance des leçons de morale de l'Occident. Et l'Occident maintenant devient minoritaire dans le fond face à ce monde émergent. Donc il faut Les BRICS, c'est tout. Pardon, oui, les BRICS. Donc, il faut replacer ceci dans cette perspective d'une redistribution des cartes. Et en effet, une guerre mondiale peut être envisageable à partir du moment où l'Iran, parce que c'est l'Iran aujourd'hui qui est le grand marionnettiste, en tout cas, du Hamas, du Hamas donc à Gaza ou du Hezbollah au Liban. Et si l'Iran donnait son feu vert à un affrontement très direct avec Israël, naturellement, les États-Unis interviendraient immédiatement. Les États-Unis ont déjà dépêché deux porte-avions large d'Israël. Et à partir du moment où les États-Unis interviendraient directement dans cette guerre, la guerre deviendrait mondiale. Et cette hypothèse est d'autant plus plausible d'ailleurs que vous avez dans le chiisme qui habite les ayatollahs iraniens, est un chiisme apocalyptique, une sorte de religion messianique qui verrait dans l'apocalypse finale l'éruption de l'imam caché. Enfin, il y a tout un discours tout à fait une tension eschatologique assez forte dans cette région du monde, de part et d'autre, par contre. Qui justifierait, si ces gens-là vont au bout de leurs croyances, d'avoir à poursuivre cette offensive contre Israël. Maintenant, je veux croire, malgré tout, et d'ailleurs les dernières déclarations de Nasrallah, le patron du Hezbollah, le laissent à penser que l'Iran retiendra ses coups pour la bonne et simple raison que ceux des militaires que j'ai pu rencontrer, ou anciens militaires que j'ai pu rencontrer en Israël, ont tous laissé comprendre qu'en fait, Israël ne rêverait que d'une chose, c'est non seulement d'attaquer, d'éradiquer le Hamas, ce qu'il fera naturellement d'une manière assez facile, malgré tout, mais également de s'en prendre à l'Iran. Donc, il ne faudrait pas chatouiller, si j'ai bien compris, Israël pour que Israël ne vienne bombarder Téhéran, en tout cas, non pas bombarder Téhéran. C'est ça aussi, c'est pour ça que les gens disent que bon, cette fameuse faille de sécurité à laquelle on ne croit pas, en prêtant un peu par contre une sorte de surpuissance aux Juifs, qui est toujours un peu vu dans une optique un peu mythologique, le mythe du Juif surpuissant qui finalement est infaillible. Ça, c'est ça qui baigne un peu dans l'imaginaire. Ce mythe-là est entretenu par les Israéliens eux-mêmes, c'est-à-dire que les Israéliens eux-mêmes ont été tellement, enfin l'armée israélienne a été tellement humiliée, a été mise à genoux, il faut dire les choses, avec une économie de moyens de la part des terroristes du Hamas. Il n'était que 2000, c'était 2000 terroristes du Hamas qui ont mis à genoux un pays de 9 millions d'habitants. Donc, cette armée israélienne doit immédiatement prouver au monde qu'elle est bien ce qu'elle prétendait être et avec les failles qui ont été vues. Donc, je pense que et dans la société civile et dans la société politique et dans la société militaire, si je puis dire, d'autant qu'Israël est une nation de soldats, enfin tout le monde fait son service militaire là-bas, est prête à en découdre face à l'Iran, si l'Iran bougeait même une oreille. Donc oui, la guerre plus généralisée est palpable. Et en tout cas, dans ce pays en guerre, chacun et chaque Israélien que j'ai pu rencontrer ne regrettait qu'une chose, c'est de ne pas avoir eu droit au port d'armes, parce que je pensais que le port d'armes était plus généralisé en Israël par rapport aux pays européens, dans la mesure où chaque Israélien est incorporable et fait un service militaire, y compris pour les femmes. Mais ceci n'est pas vrai. Je me suis rendu compte que le port d'armes était malgré tout très réglementé et que beaucoup de ceux, à Sderot par exemple, ou au Fakim où je suis allé, toutes les familles qui ont été assassinées étaient des familles qui n'ont pas pu se défendre parce qu'elles n'avaient pas d'armes. La réponse d'Israël à Gaza, bon, on le sait, elle est très, très forte. Est-ce qu'elle est excessive, Yvan Rioufol, quand même? Est-ce qu'il ne faut pas retenir Israël dans ses élans, justement aussi pour ne pas entraîner l'ensemble de l'humanité dans un conflit qui ne la regarde pas tout à fait non plus? C'est-à-dire que tout le monde n'a pas la même
le même regard sur Israël, bon, qui concerne d'abord 3 monothéismes, on le sait. Donc, est-ce que la réponse d'Israël est excessive selon vous quand même, à Gaza avec les Écoutez, moi, civils? j'ai pris le parti de choisir mon camp, parce que naturellement, et toutes les objections sont valables et sont audibles, mais je pense que de choisir de soutenir la cause pervertie maintenant, la cause du Palestinien pervertie par les exactions du Hamas, conduit à soutenir un totalitarisme, et pour moi, il est inconcevable de pouvoir soutenir une pensée totalitaire ou un totalitarisme, qui soit communiste ou islamiste, et de soutenir qui plus est, un antisémitisme débridé et euphorique. Donc, je choisis mon camp, et mon camp est de choisir et de prendre la défense, quoi qu'il arrive, d'une démocratie attaquée et de faire front à un totalitarisme qui existe également dans les sociétés européennes, qui existe à 2 pas de chez moi, si l'on veut bien comprendre que l'islamisme s'est installé également en Seine-Saint-Denis, je n'habite pas si loin que cela, Paris n'est pas si loin que cela, et donc moi je suis assez irrité d'entendre ceux qui voudraient lui faire comprendre que, dans le fond, tout ceci serait de la faute d'Israël. Non, je suis désolé. Il est tout à fait loisible et légitime de critiquer la politique d'Israël et sa brutalité, vise sans doute en Cisjordanie. Il y a beaucoup d'éléments qui pourraient faire comprendre qu'il y a un dossier, mais en même temps, quand vous êtes face à un adversaire, je parle de cet islam politique, qui dans ses statuts veut la suppression, l'éradication d'Israël et donc l'éradication des Juifs du Jourdain jusqu'à la mer, il est difficile de négocier avec quelqu'un qui ne veut même pas entendre parler de vous. Et donc, je plaide les circonstances très atténuantes pour Israël, et j'invite à la modération cette attitude qui voudrait que l'on que l'on voit dans le faible et le vulnérable le pauvre Palestinien laissé à lui-même. Il y a une instrumentalisation de la cause palestinienne par le terrorisme islamiste, par le totalitarisme islamiste, par cet islam qui nous déteste et cet islam qui a tué prioritairement des pacifistes israéliens qui étaient dans cet angélisme-là, et que c'est un angélisme que je retrouve encore aujourd'hui en France chez ceux qui nous disent que, dans le fond, Israël ne l'a pas volé, et que ce sont les Palestiniens ont toutes les raisons de vouloir se venger d'Israël. Encore une fois, je comprends parfaitement que la cause palestinienne puisse être défendable, mais elle est devenue indéfendable, en tout cas, avec cette barbarie innommable, parce que là, on a évacué très vite ce qui a été commis, mais faut-il le rappeler, c'est tout de même, ça a été, et il y a un négationnisme d'ailleurs qui pèse également sur ce récit-là, mais c'est un récit qui est maintenant documenté par l'armée israélienne, qui a choisi de tout montrer précisément pour éviter, Ouais, mais les négations. C'est un terrorisme qui a tué des bébés, des femmes, des enfants, enfin, des vieillards, et naturellement des civils, dans une brutalité indicible. mais là, on vous répondrait, Yvan Rioufol, que vous faites le jeu de la propagande israélienne. Beaucoup d'internautes se sont euh, attardés à relever les incohérences ici et là des grands médias. Donc, est-ce que c'est de la propagande? Il y a eu tout un débat sur le net sur les bébés. En même temps, qu'est-ce que ça change fondamentalement quand on connaît finalement l'intensité du crime? Écoutez, Euh, la propagande, elle est dans 2 pays en guerre, elle est de 2 côtés. Je ne néglige pas qu'il puisse y avoir une propagande israélienne. Je ne la mets pas en vis-à-vis de la propagande palestinienne, de la propagande du Hamas, qui, elle, est une véritable propagande très professionnelle. On a parlé du Pallywood, c'est-à-dire de cette manière dont le Hamas avait à mettre en scène parfois même de faux blessés et de fausses exactions, avec des bilans mortels qui et- sont invérifiables pour la bonne raison qu'il n'y a plus un journaliste sur place, ou en tout cas les journalistes qui y sont des journalistes afféodés à la cause palestinienne. Et moi je fais crédit en tout cas à Israël et à la démocratie, parce que c'est une démocratie et parce qu'elle sait qu'il y a des contre-pouvoirs qui viendront vérifier ce qu'elle avance, qu'Israël jouerait un jeu dangereux à vouloir trafiquer des images, à vouloir trafiquer des faits et à vouloir prétendre qu'il y a eu des bébés assassinés et martyrisés, si ce n'est pas vrai. Je pense que Israël ne joue pas ce jeu-là, et c'est bien pour ça d'ailleurs qu'Israël montre précisément ce qui était jusqu'alors immontrable. Elle montre la monstruosité, si je puis dire, précisément pour avoir à évacuer tous ces
tous ces dénis et cette suspicion qui, en effet, que je vois également sur certains réseaux sociaux, qui nous disent que ce que dit Israël n'est que de la propagande et tout ceci n'a pas existé parce qu'Israël ment structurellement. Et donc, alors je ne veux pas naturellement faire le procès de toutes ces critiques en disant que ce sont des critiques qui sont suscitées d'abord par une sorte d'antisémitisme larvé, mais il y a quand même naturellement un peu de cela là-dessous. Moi, Je suis juste surpris. j'entends bien toutes ces critiques, mais encore une fois, Oui, oui. dans une situation de guerre telle que nous la connaissons, il y a un devoir de solidarité avec ceux qui défendent les mêmes valeurs que nous. Et en l'occurrence, même si Israël a une envergure religieuse que je ne partage pas, Israël défend la démocratie face à un totalitarisme et ceci me suffit. Parce que vous dites, c'est ça, bon, Israël est une démocratie. Est-ce que ce ne serait pas plutôt une théocratie démocratique, dans le sens où on sait qu'il y a un C'est caractère toute confessionnel l'ambiguïté. à Israël, il ne faut pas non plus. C'est toute On sait que l'ambiguïté. ça a été. Israël a été créé selon des territoires qui étaient établis dans la Bible. On le sait, on se dispute des territoires qui sont dans la Bible, en fait. Donc, il y a quand même une part de mythologie dans la pensée israélienne conditionniste là, à l'époque, là, bon, au départ. C'est toute l'ambiguïté d'Israël. C'est incontestablement une démocratie. Quand vous arrivez en Israël, c'est un pays qui d'abord, fait cohabiter des Arabes et des Juifs. N'oubliez pas qu'en Israël, vous avez 20% d'Arabes et 80% de Juifs. Et les Arabes sont représentés à la Knesset. Je crois qu'il y a une quinzaine de députés arabes, dont même 3 ou 4 députés islamistes. Et donc, c'est une démocratie totale. Et d'ailleurs, vous remarquerez que que les Arabes israéliens n'ont pas manifesté d'hostilité, en tout cas jusqu'à présent, face à la politique israélienne. Alors, certes, en Cisjordanie, il y a eu des manifestations qui ont été réprimées, mais en Israël même, les Arabes israéliens ne se sont pas désolidarisés à ce point du gouvernement. Donc, encore une fois, c'est une démocratie qui est une démocratie exemplaire, d'autant plus exemplaire qu'elle est la seule dans dans cette région du Moyen-Orient, et la seule d'ailleurs au Moyen-Orient. Et donc, mais en revanche, en effet, pour vous suivre, il y a quand même un paradoxe dans cet État israélien, c'est que c'est aussi un État juif qui se définit comme étant un État juif, un État religieux. Et de plus en plus, d'ailleurs, vous vous rendez compte que les Juifs se présentent se présentent souvent comme étant les défenseurs d'une cause juive et exclusivement juive. Et d'ailleurs, vous avez entendu Netanyahou qui a lui-même cité la prophétie d'Isaïe pour, donc, retombant un petit peu dans les travers de l'adversaire étant le Hamas islamique qui lui aussi prend référence les sourates du prophète. Et donc, naturellement, là, l'esprit occidental qui est laïque, qui est assez loin des religions, est un peu dérouté, à moins qu'Israël ne fasse comprendre que le poids des religions est un fédérateur dans une société qui est une société très disloquée en Occident, précisément parce que ce sont des sociétés qui sont tombées dans un matérialisme consumériste qui ne donne plus d'âme à un peuple. Et donc, il y a une réflexion à mener sur la place que pourraient jouer les religions, qu'ont joué les religions dans la cohésion de nos sociétés, enfin singulièrement dans la cohésion de la société française, fille aînée de l'Église, il n'y a encore pas si longtemps que cela. Il était concevable de se réclamer de racines judéo-chrétiennes, et aujourd'hui c'est quelque chose qui est compliqué d'ailleurs, qui peut être plaidable, que je veux bien plaider, que j'ai plaidé, mais naturellement, on voit il y a peut-être un abîme, en tout cas un risque à vouloir retomber dans un archaïsme religieux qui nous ferait perpétrer ces vieilles guerres de religion qui ont essaimé les siècles. Mais justement, est-ce que c'est pas insoluble quand même comme conflit? C'est-à-dire, à partir du moment où vous avez deux monothéismes qui s'affrontent pour un territoire qui est sacré pour les deux, est-ce qu'il n'y a pas un caractère, une impasse à laquelle on assiste? Est-ce que ce conflit-là peut être résolu selon Moi, je vous? pense que ce conflit-là ne sera pas résolu s'il se pose en termes religieux, parce qu'en termes religieux, nous allons tomber dans l'exacerbation de cette guerre, de ce choc de culture, de ce choc de religion, de ce choc de civilisation, et ce sera la loi du plus fort. Je pense il faudrait rétablir, mais là, mes compétences s'arrêtent là, il faudrait rétablir
ce conflit à sa perspective territoriale, en essayant de rouvrir les négociations sur ce qui me paraîtrait le plus sage, c'est-à-dire l'acceptation de deux États. Mais pour l'instant, donc un État palestinien. Est-ce que c'est plausible, 2 États? C'est-à-dire, est-ce que le fait d'avoir un État d'abord palestinien est réaliste dans la mesure où cet État-là pourrait élire des dirigeants qui sont des islamistes, encore? Est-ce qu'on va mettre fin à l'État qu'on dit de ségrégation? Parce qu'on sait un État palestinien, heu, légitime ne sera pas nécessairement au même niveau de développement et de richesse que l'État israélien. Donc forcément, on va se retrouver avec un État plus pauvre et un État plus riche. Puis on sait que l'islamisme est un frein au développement économique très important. Est-ce que la solution des 2 États est réaliste ou finalement ce n'est qu'un discours pour essayer d'apaiser les tensions? En tout cas, c'est une perspective qui s'est éloignée, parce qu'aujourd'hui, quand vous parlez avec les Israéliens, il n'est plus question pour eux d'accepter l'expérience d'un État palestinien. Ils ont fait cette expérience en 2005 en donnant une autonomie à Gaza pour voir précisément, c'est-à-dire qu'à Gaza, il n'y a pas de colonie israélienne. Les Israéliens sont partis de Gaza, ont été expulsés de Gaza par Ariel Sharon d'une manière brutale en 2005. Et l'expérience a montré que plutôt que de développer toute cette partie méditerranéenne, qui est une très jolie, de la développer avec les richesses qui composent Gaza, le parti islamiste n'a jugé bon simplement que d'obtenir une revanche vis-à-vis d'Israël en investissant tout ce qu'il pouvait avoir de subsides de tous les pays du monde et singulièrement de l'Union européenne dans une construction d'une ville souterraine. Tout ça a été décrit, et d'une militarisation à outrance sur le dos de la population gazaoui. Et donc, en effet, l'expérience a montré que ce micro-État, cet État à peine ébauché à Gaza, a simplement permis, en effet, de constituer un islam radical, un islam hostile à Israël. Donc Israël, pour l'instant, ne veut pas entendre parler de deux États, mais on peut faire cette hypothèse que oui, on peut faire cette hypothèse qu'Israël entend éradiquer entend éradiquer le Hamas, et à travers le Hamas entend éradiquer cette position qu'a prise le nazi-islamisme au cœur de l'idéologie palestinienne. Et on pourrait éventuellement penser que dans quelques générations, tout ceci puisse permettre de retrouver une sorte de conscience universelle, de facteurs d'harmonie entre des cultures. Mais on est là pour l'instant dans l'utopie. En tout cas, ce qui est à retenir, ce que je retiens moi de mon voyage, c'est que, en effet, la perspective de deux États pour l'instant n'est plus envisageable. En tout cas, du côté des Israéliens qui avaient fait beaucoup d'ouverture pour essayer d'amadouer l'irritation des Gazaouis, en tout cas du Hamas. Très bien. Donc, une impasse pour l'instant. Est-ce que Israël, en gagnant la guerre sur le terrain, va perdre la guerre de l'opinion publique mondiale? C'est bien possible. C'est bien possible. Israël est tout à fait consciente de cela. Je crois que, pour ce que j'ai compris de la stratégie d'Israël, son but de guerre, c'est vraiment, dans l'immédiat, d'éradiquer le Hamas, quoi qu'il arrive, et de mettre KO l'adversaire. Ce sont ces deux buts de guerre. Et la libération des otages, naturellement, est présente partout dans l'opinion, mais dans l'opinion israélienne. Mais elle ne freinera, cette option-là ne freinera pas la décision du Hamas d'en finir avec le Hamas. Elle en finira avec le Hamas en prenant le temps qu'il faut. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'attendre à des offensives rapides. Ce sera une guerre lente, une guerre minutieuse, précisément pour éviter qu'il y ait trop de pertes civiles. Et vous savez bien que Israël a demandé à toute la population nord de Gaza d'évacuer la zone, et que 800 000 Gazaouis sont déjà partis dans le sud. Maintenant, il est dit que le Hamas empêcherait certains Gazaouis de partir, et peut-être y a-t-il des Gazaouis qui ne veulent pas non plus partir d'ailleurs, et ce qui explique que quand il y a des frappes qui sont des frappes ciblées, ce sont des frappes qui sont souvent mortelles, d'autant que ces frappes viennent en même temps frapper tout ce monde souterrain qui, quand il s'effondre, fait tomber également c'est arrivé très, très récemment, d'autres pâtés de maisons avec des habitants à l'intérieur. Donc, ce ne sont pas ces maisons-là qui sont visées par l'armée israélienne, mais parce que je fais crédit malgré tout à cette armée israélienne qu'on présente comme étant une armée terroriste, d'être une armée, précisément une armée
avec une éthique et une armée démocratique. Donc je ne la mets pas non plus, bien Une sûr. éthique, bon, qui a varié quand même, dépendamment, là. Pardon. Une armée, ça reste une armée. Vous savez, dans Ça la reste guerre, une il y a armée, ça toujours, reste une armée avec une éthique. des C'est-à-dire exactions que c'est des pas 2 une armée côtés, là. qui tire délibérément sur des femmes, des enfants et qui ne prend pas des otages. C'est ce que je veux dire quand je parle d'éthique. La guerre, naturellement, est monstrueuse. Et quand on est en guerre, les monstruosités sont partagées. Et nous avons connu en Europe, nous-mêmes, les bombardements, même les bombardements américains, ont fait des morts épouvantables. Ma ville de Nantes, par exemple, a été bombardée très aimablement par les Américains en tuant 5000 personnes en une journée ou en 2 journées. Donc la guerre, naturellement, fait des horreurs. Mais encore une fois, je ne rentre pas, moi, personnellement, dans ce rôle qui est trop facile, qui serait d'accuser Israël au bénéfice de celui qui l'a attaqué. Celui qui l'a attaqué, de mon point de vue, n'est pas défendable du tout. Et ce qui m'étonne d'ailleurs, pour dire la vérité, c'est que je pensais que la barbarie, les exactions du Hamas auraient été telles qu'elles auraient tétanisé, qu'elles auraient eu un effet répulsif sur tous ceux qui peuvent naturellement s'identifier à la cause palestinienne. Or, je remarque horrifié que non seulement ces exactions épouvantables n'ont pas fait reculer les sympathisants palestiniens, mais qu'au contraire, il y a eu une sorte d'euphorie à soutenir encore davantage le Hamas pour les brutalités et les souffrances qu'il a fait commettre au peuple israélien, parce qu'il est juif. Rappelez-vous, il y a eu cette bande sonore, par exemple, qui a été diffusée par l'armée israélienne d'un djihadiste qui, après avoir tué ses victimes, prend le téléphone d'une femme qu'il vient de tuer, appelle sa mère en disant: Maman, j'ai tué 10 juifs. Il ne dit pas j'ai tué 10 Israéliens, il dit j'ai tué 10 juifs, et sa mère lui dit: bravo, on est fiers de toi, mon petit. Donc c'est pour vous dire à quel point, quand même, cette idéologie mortifère a perverti la cause qui pouvait être légitime, qui est légitime, mais qui a été délégitimée, de mon point de vue, la cause palestinienne. La perception joue beaucoup. Est-ce que vous craignez qu'Israël soit lâché, non pas par la communauté internationale, parce que ça, c'est déjà le cas, mais par la communauté occidentale, à force de voir quand même des images de civils bombardés, des cratères? Bon, on le sait que le Hamas est lâche et se cache, prend les civils, utilise les civils comme boucliers humains. On sait que le Hamas se cache dans les hôpitaux, se cache dans les écoles. Mais est-ce que vous craignez quand même que justement, parce qu'on sait avec l'immigration, le poids de l'immigration musulmane dans les sociétés occidentales, il ne faut pas être naïf, influence les gouvernements même, le Parti libéral du Canada, au Canada, qui est divisé de plus en plus sur la question, alors que le Canada est un allié inconditionnel d'Israël historiquement. En France, Alexis Brunet nous disait sur le terrain que la France était plutôt perçue comme pro-palestinienne en Israël. Est-ce que vous craignez que les États occidentaux finissent par céder à la pression de l'opinion publique pro-palestinienne et que ces pays lâchent Israël et qu'Israël se retrouve finalement à devoir composer, à faire face seul contre tous finalement? Écoutez, je fais le pari que non. Il y a un sondage qui vient de sortir, paru c'est CNews qui a fait paraître ce sondage aujourd'hui même, qui montre que 80, alors je ne sais plus, c'est 82% de l'opinion française a peur de l'islamisme. Et donc il y a 28% de l'opinion française qui n'a pas peur de l'islamisme. Enfin bon, c'est déjà 82% qui a peur de l'islamisme. Ça veut dire que les Français sont tout de même lucides sur la stratégie qui est développée par l'islamisme, donc par les frères musulmans, donc par le Hamas notamment, et par tous ces mouvements terroristes qui, au prétexte de se dire victimes de l'Occident ou victimes d'Israël, qui est en fait la pointe avancée de l'Occident dans ce pays-là, voudrait faire rendre gorge à ceux qui prétendent être leur bourreau. Et donc je fais ce pari-là. Je sais très bien que si on ne doit juger ce conflit qu'à travers la guerre des images, Israël perdra, parce qu'Israël, naturellement, n'aura pas d'avocat sur les réseaux sociaux. On le voit déjà maintenant. Je vois sur les réseaux sociaux la violence extrême qui m'accable moi-même d'ailleurs, parce que je Les suis. islamistes sont très forts, hein, le recours aux réseaux sociaux, à TikTok, Instagram, ils sont très populaires chez les jeunes. J'ai vu le travail qu'ils font et franchement, ils sont à l'avant-garde de la Oui, oui. propagande Les réseaux sociaux, numérique.
Les réseaux sociaux ne font pas malgré tout toute l'opinion. Les réseaux sociaux, c'est un petit aquarium Plus malgré chez tout. les jeunes quand même. Chez les jeunes, c'est pas négligeable. Peut-être, peut-être bien. Non, mais je ne dis pas le contraire. Donc, mais je pense qu'en effet, Israël sait très bien que cette guerre des images, elle la perdra. Mais en même temps, je pense que l'opinion, en tout cas l'opinion française, et moi, ça m'a conforté, ne se laisse pas intimider par ces procès en islamophobie qui étaient faits jusqu'alors, où dès que quiconque décrivait les dérives de l'islam était traité d'islamophobe. Aujourd'hui, quand vous avez un tel nombre de Français, y compris d'ailleurs dans la France insoumise, de la France insoumise, c'est 45% de la France insoumise, alors donc 55% dans sens inverse, mais 45% de la France insoumise estiment que l'islamisme est un danger. Donc même au cœur même de ce parti qui cautionne, qui collabore avec l'islam radical, il y a tout de même une réticence à voir précisément ce que l'on voit, tout simplement que les gens voient ce que l'on voit. Je voudrais qu'on en sorte de l'idéologie victimaire, de cette culpabilisation de l'Occident qui fait qu'aujourd'hui l'Occident doit rendre gorge et s'excuser de tout ce qu'il fait, et qu'aujourd'hui on se rend compte qu'Israël a peut-être des défauts, mais qu'Israël est en train de se battre pour sa survie, comme nous serons peut-être amenés à nous battre également pour notre propre survie face aux mêmes ennemis, car ce que Israël a chez elle, nous l'avons chez nous. Surtout, il ne faut pas oublier ceci, c'est-à-dire que Israël se confronte à un islam épouvantable, à un islam débridé, mais nous avons également connu en France, depuis Charlie Hebdo, un islam qui tue indifféremment des jeunes occidentaux. Et les Français ne sont pas sots, et donc à moins que de se soumettre et de se dire que, ben, dans le fond, l'Occident n'a qu'à se rédimer, si je puis dire, en se soumettant à cet islam-là, je pense qu'il y a des forces de résistance, même si même si la France paraît apathique, en tout cas plus apathique que la société israélienne qui, elle, est très remontée. Ça, je veux dire que le contraste est saisissant entre les deux. Et là aussi, où on voit toute une société civile qui se mobilise pour soutenir son gouvernement et qui a oublié ses querelles antérieures sur par exemple, la politique judiciaire et compagnie. Mais donc, on voit bien que la France n'a pas ce ressort existentiel, mais en même temps, ce sondage-là, en tout cas, semblerait prouver le contraire. Mais encore une fois, je ne néglige pas la force des images, et la propagande du Hamas est telle que quand le Hamas dit que le Gaza est devenu un cimetière à bébés, naturellement, tout le monde est horrifié de ceci, mais encore faudrait-il là aussi le prouver. Alors, si on demande à Israël de prouver qu'il y a bien eu des bébés qui ont été décapités, on ne demande pas au Hamas de prouver qu'il y a eu des bébés qui sont morts. Donc voilà, il faudrait avoir la même exigence de vérité. Moi, Il faudrait au moins nous méfier du discours des deux côtés. Si on veut être le moindrement sérieux, on met en doute la parole des deux côtés. Est-ce que vous craignez un scénario gazaoui pour les banlieues françaises rendues là? Bien sûr, bien Ah oui? sûr. Ce que l'on voit apparaître en Israël, c'est une répétition générale. L'Israël, c'est la pointe avancée, la pointe exacerbée de ce que l'on connaît, de ce que l'on risque de connaître encore une fois dans les banlieues françaises. En France, je soutiens qu'en France, il y a aujourd'hui deux peuples irréconciliables. C'est-à-dire que vous avez un peuple que reflète d'ailleurs très bien le sondage que je vous ai cité à l'instant même, c'est-à-dire un peuple majoritaire, et encore majoritairement français d'origine française, même, pour dire les choses plus clairement. Il y a 50 millions de Français d'origine française, des Français, des Français de souche, qui sont encore là et qui savent très bien d'où ils viennent et où ils veulent aller. Et puis vous avez donc qui ont été rejoints par d'autres Français, par d'autres populations qui se sont assimilées à leur culture et qui font bloc. Et puis vous avez cette France minoritaire, cette France de Mélenchon. Mélenchon, quand il est à la place de la République lors d'une manifestation pro-Hamas qui était emplie de drapeaux palestiniens, a fait un tweet disant « Voici la France », en désignant cette France des drapeaux palestiniens. Bon, eh ben, cette France-là n'est pas ma France. Je n'ai rien à voir. Je suis français, je n'ai rien à voir avec ceux qui se disent français et qui brandissent des drapeaux palestiniens. Et donc, nous sommes arrivés à ce point de rupture en France, qui est un point de rupture comparable à ce qui se passe aujourd'hui en Israël, où après des tentatives aimables d'Israël de vouloir se réconcilier, les bonnes grâces du Hamas en ouvrant son pays, il y avait 18 000 travailleurs gazaouis qui venaient chaque jour travailler en Israël, et Israël fermait les yeux jusqu'à présent complaisamment sur les financements, notamment du Qatar, pour équilibrer les comptes du Hamas.
on voit bien que tout ceci, toutes ces aimabilités-là, se sont traduites par des traîtrises. Et donc, la rupture là-bas est consommée, il faut dire les choses comme elles sont, entre les musulmans et les juifs, sauf dans cette partie très nationale des Arabes israéliens qui, eux, pour l'instant, font corps, a priori, en tout cas ne se désolidarisent pas. Mais je pense que cette rupture-là est une rupture qui pourrait advenir en France, non pas entre les musulmans et le reste de la population, mais en tout cas entre ceux des musulmans qui disent se reconnaître dans la charia, dans la loi islamique. Or, vous avez des sondages catastrophiques en France qui montrent que la jeunesse musulmane, c'est-à-dire les 15-25 ans de mémoire, se reconnaissent à une très large majorité, alors cela fluctue entre 60 et 70%, se reconnaissent à une très large majorité dans la charia, dans la loi islamique, plutôt que dans la loi de la République, c'est-à-dire dans la loi de Dieu, plutôt que dans la loi du peuple. Et cette jeune génération musulmane, française, sera cette génération qui, dans 10 ans, qui dans 5 ans pourra voter, même si elle commence déjà à voter. Donc vous voyez bien que ce que vit Israël, nous l'avons aussi et nous le subirons encore davantage demain.